Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Café des Songes. Et oui, on a enfin un nom. Et je suis content, je pense que toi aussi, Julien. Très content. Oui. Donc nous serons accompagnés pour... non, nous ne serons pas accompagnés. Nous recevons aujourd'hui une invitée de marque, Alice Murillo. On peut applaudir. Bonjour Alice. Bonjour. Nous serons accompagnés avec notre... Putain, le mec ne sait plus parler. Et nous serons accompagnés, je serai accompagné de monsieur Julien dit Lamour. Oh. On peut applaudir Julien. Lamour. Je sais pas. Je te trouve un nom à chaque fois, tu sais, différent. Donc bonjour Alice. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va. Tu n'es pas stressée du tout et ça fait plaisir. Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Qui es-tu, Alice ? Les Français veulent savoir. En un peu plus que 2 mots ou pas ? Bon, en 2 mots, juste dans l'idée, qu'est-ce que tu fais actuellement ? Et après, on reviendra en détail sur ton parcours. Ok. Aïe. Donc, moi, c'est Alice. Mhm. J'ai 35 ans. Je vis à Paris. Je fais de la photo et du montage vidéo. Et voilà. Et un podcast. Et un J'allais oublier, podcast, j'ai fait bien un sûr. podcast. On en parlera, Oui. bien entendu, en détail, car nous avons écouté, alors pour ma part, presque dans l'intégralité, ton premier numéro, et Oui. Julien a écouté en entier plusieurs Très fois, studieux. donc il a fait ses devoirs. On va revenir un peu aux origines. Toi, qu'est-ce que tu as... Parce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours. Comment tu es arrivé dans ce milieu, dans le milieu artistique, dans le milieu de l'audiovisuel au sens large ? Alors, ça remonte à mes 10 ans. À tes 10 ans ? Oui. J'ai fait du théâtre quand j'avais 10 ans. D'accord. Et du coup, évidemment, je voulais être une grande comédienne. Voilà, j'étais persuadée d'être une superstar en grandissant. Mhm. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pas fini J'ai en même changé. temps. On sait Oui, pas. non, mais j'ai aussi Peut-être changé que- d'avis Ah, entre-temps. d'accord. C'est pour ça, du coup, que à l'heure actuelle, tu n'es pas encore Comédienne, ouais. comédienne grande star. Voilà. D'accord. Non, mais du coup, avec le théâtre, quand j'étais au lycée, il y avait une option cinéma. Et ça, c'était trop cool. Donc, j'ai fait l'option cinéma. Et là, j'ai découvert le montage vidéo. Et là, entre-temps, je m'étais dit, ouais, non, comédienne, en fait, c'est pas pour moi. Donc, j'ai découvert le montage et les tournages. Et du coup, en sortant du lycée, j'ai fait un BTS montage. Et j'ai fait des tournages avec des potes dans le village où j'étais. Et voilà. Et après, en sortant de tout ça, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai commencé les tournages en régie. J'ai fait, pour commencer les tournages, c'est une voie assez simple parce qu'on te demande pas, on te demande d'avoir le permis et un peu de jugeote, donc du coup ça va. Donc j'ai fait pas mal de tournages en régie et pendant ce temps-là, j'ai découvert l'assistanat réal et je fais ça a l'air sympa ça. T'es sur le plateau, t'es au courant de tout. Donc j'ai décidé d'être assistante réal et à force de le dire à tout le monde, on a commencé à me proposer des projets en assistante réal. Et Dont un petit projet. Moi, je t'ai rencontré après le dernier petit projet que tu as fait. C'était une série, je crois, sur Canal+. Oui, alors en fait, pendant des années, j'ai été seconde assistante réal. Je voulais pas être première, je trouvais ça beaucoup trop stressant et qu'il y avait trop de responsabilités. Du coup, on me proposait des projets en première, j'en ai fait quasi pas à ce moment-là. Et puis un jour, j'ai fait une petite pub d'une journée en première avec un pote. Et là, je me suis dit, je crois que je suis prête. Faisons un long métrage. Let's go, Peter Jackson. I'm here. Non, moi je me disais, je crois que je suis prête à faire des petits projets en première. Des petites pubs, des petits clips. Et donc j'ai fait cette pub. Après ça, j'ai envoyé des messages un peu à des gens que je connaissais, notamment un prod qui me proposait souvent des clips et à qui je disais non à chaque fois, pour lui dire, ça y est, je suis prête, je veux bien être première, vas-y, appelle-moi. Et en fait, il se trouve que sa femme travaillait sur une petite série, donc. Et à ce moment-là, il cherchait une première assistante réelle pour remplacer celle d'avant qui partait. Elle avait fait les 2 premiers épisodes. Ah oui, t'es arrivé en cours. Je suis arrivée en cours, je suis arrivée D'accord. au 3e épisode. Et on m'appelle pour me proposer ce projet, on m'explique tout le truc, et là je me dis, c'est beaucoup trop énorme, parce que du coup... ouais. Excuse-moi, on n'a pas dit de quel projet il s'agissait. Ouais, j'allais Parce le que je dire. vois Julien qui me regarde. Ouais. Attends. Non, Quel mais projet de quoi? On m'appelle pour me proposer une série en plan séquence pour Canal+. Et là, j'ai bien flippé, mais j'ai pas pu dire non, donc c'était l'effondrement. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation.
Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule. La seule loi ici, c'est la loi du marché. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer. Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer. C'est pas mal. Je lui dis, au fait, c'est qui le réal? Et là, elle me dit, c'est un collectif, c'est un peu particulier. Et là, j'ai tout de suite capté, parce qu'en plus, elle m'avait dit que c'était cantine végétarienne et tout. Je lui ai dit, attends, c'est les Parasites? Et elle m'a dit, bah oui, et moi, j'adorais leur travail. Et voilà, et du coup, j'ai dit oui, et je suis arrivée comme ça. J'ai pas dormi pendant 2 semaines, mais, Ah ouais mais ça l'a fait. Ouais, les, en même les temps, nuits t'arrives avant sur, le premier épisode. Non, mais j'ai lu le C'était scénario. du gros taf en mais plus. oui. Hein. Je suis arrivée sur le projet, je lis le scénario et je vois un avion qui décolle, un accident de voiture. Enfin, j'étais. Franchement, à voir. À la fois sur MyCanal, je crois, sur le site de Canal et sur la chaîne YouTube Et des sur Parasites. YouTube, ouais. Parce qu'ils ont quand même réussi le tour de force d'avoir les épisodes, alors qu'ils sont produits par Canal, sur leur chaîne YouTube. Ouais. Et on en parlera avec eux quand ils viendront. Bien entendu. Et Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as fini par passer ce cap, du coup, de devenir assistante réelle? Ça y est, les thunes, quoi. Un max de thunes. Moi, les thunes, c'est De ce toute qui façon, me guide dans la vie. C'est Bah, pour je ça que sais. j'ai 3 apparts à Paris. Non, pas du tout. Mais du coup, le fait que ce soit un projet qui soit en accord avec tes valeurs, ça a quand même aussi beaucoup motivé ton... Ah oui. Ah bah, en fait, oui, j'ai accepté de faire ce projet parce que le projet était génial et que c'était les Parasites. Enfin, en fait, je pouvais pas dire non. Je me suis dit, si je dis non, je passe à côté du projet de ma vie et ça aurait été le cas, quoi. Et du coup, j'ai fait l'effondrement. Après, j'ai pas bossé pendant un moment parce qu'il y a une petite pandémie mondiale. Non. Et la petite grippette? Le pandémie truc là qu'on a été enfermés pendant 2 mois. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Non, ok. Et j'en ai profité pour développer mon activité photo, notamment. Ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Bah ça fait très longtemps. J'en ai toujours plus ou moins fait quand j'étais ado. Mais c'est après l'effondrement, juste après, où j'ai commencé à faire vraiment beaucoup. J'ai fait ma première série, Les fermes réinvestissent la rue. Voilà. Et une petite question. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé du métier. Enfin, on n'a pas beaucoup parlé justement du métier. On a dit que tu avais été assistante réelle, mais est-ce que tu peux nous parler un peu en détail de ce métier? En quoi ça consiste? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un assistant réel sur un plateau? L'assistant ou assistante réelle, c'est la personne qui organise le tournage d'un point de vue artistique. En gros, on m'avait dit un truc un jour que j'avais trouvé intéressant, c'est ce qui se place, ce qui se passe autour du plateau, c'est la régie qui l'organise, et ce qui se passe sur le plateau, c'est les assistants réels qui l'organisent. Du coup, c'est en prépa, c'est être en contact avec tout le monde pour s'assurer que tout soit prêt les jours de tournage, selon les volontés des réals, mais aussi de faire en sorte que ce soit possible par rapport à ce que la prod demande. Enfin, l'argent, c'est un gros enjeu sur un tournage. Et du coup, c'est de faire le plan de travail, donc le planning de tournage. Et puis sur le plateau, s'assurer que tout le monde fait ce qu'il ou elle doit faire au moment où ça doit être fait, que les comédiens et comédiennes soient prêts et prêtes. Voilà. J'ai trop du mal à expliquer simplement. Par exemple, Non, je trouve ça clair. C'est clair, franchement. Effraichement. Je ne sais plus parler. Est-ce que du coup, c'est quoi le travail du... Je reprends. Quel est le travail de l'assistant réel en prépa? C'est quoi ton rôle? Eh ben, la première chose... Comment tu fais? Voilà, excuse-moi, Ouais. tu allais le dire. La première chose... Bah déjà, la première chose que tu fais, c'est de lire le scénario, de faire une lecture, voilà, juste pour savoir dans quoi tu t'embarques. Et ensuite, de faire une lecture technique, où là, alors moi, j'avais mes petits stabilos, chaque couleur correspondait à un corps de métier, et je surlignais tout pour faire le dépouillement. Le dépouillement, en fait, tu dépouilles le scénario pour tout mettre dans des cases et dire, pour telle séquence, on a besoin de telle chose dans tous les corps de métier. Et ça, après, tu t'en parles avec les personnes concernées. En fait, c'est vraiment poser des questions à tout le monde pour tout connaître. En fait, tu dois tout savoir. Voilà. Tu dois être au courant de tout pour tout organiser et pour coordonner tout le monde. Voilà, c'est vraiment un métier de coordination. Donc, tu fais le dépouillement. Oui. Et après, t'enchaînes les réunions pour tout décrypter. Tu poses 1000 questions au réal ou à la réal pour être sûr que t'as bien compris. Parce que là, c'est écrit ça, mais t'es pas sûr de ce que ça veut dire. Donc, tu demandes des détails pour... voilà.
Et ensuite, tu fais le plan de travail à partir de toutes ces infos. Donc, ça dépend. Il y a 1000 contraintes qui entrent en jeu. Les dispos des comédiens, comédiennes, les dispos des décors, l'ordre de tournage. Si tu as 3 scènes qui se passent dans des épisodes différents, mais c'est dans la même salle de bain, bah, tu tournes tout d'un coup. Donc, Enfin voilà, c'est tout rassemblé dans ce plan de travail. Ça peut être, effectivement, tu peux tourner au début du tournage quelques plans. Enfin, dans le film, s'il y a une scène qui se passe au début et à la fin, mais que c'est dans le même lieu, bah, tu vas dire, la temps, même journée, on va tourner à la fois la scène qui se passe au début du film et à la fin du film. Ouais. C'est là où c'est bien d'avoir aussi un ou une bonne script. Ouais, tout à fait. On parlera du script plus tard. Mais oui, dans l'idée, le ou la script, souvent des nanas d'ailleurs. Je crois que j'ai jamais vu de script. Ouais, moi, quasi pas. C'est vraiment un métier qui est vu comme féminin. Parce que je crois qu'à la base, c'était plus des secrétaires de tournage, de plateau, il me semble. D'ailleurs, ils ont gardé quelques rôles par rapport à ça, de reporter des infos à la prod. Mais du coup, comme c'était un métier très féminin, forcément, d'être secrétaire, bah, c'est resté féminin. Ouais. Et moi, j'ai bossé que avec des scripts femmes. D'accord. Et du coup, à script, aller chercher des faux raccords, savoir comment la personne doit être habillée. Ouais, elles sont chargées de la continuité de l'histoire. Ouais. Vous avez les mots, Alice. Merci. Ok, bah super. Et donc, reprenons notre cours de l'histoire. Oui. Quand tu disais qu'au début, tu avais peur des responsabilités, mais que tu adorais l'argent, c'est pour ça que tu avais accepté l'effondrement. Oui. C'est pour ça, je pense. C'est le gars, il refait un montage que dans ce... Tiens, tout dans le même plan. Oui, tu sais, c'est le même rush. Donc, tu as fait l'effondrement. Et après, tu t'es dit, effectivement... En fait, t'es arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'était beaucoup de responsabilités et que t'avais pas forcément envie de refaire ça, ou t'aimerais bien quand même être à nouveau assistante réelle sur un gros projet comme ça? Non, en fait, j'ai refait assistante réelle sur des petits projets. J'ai fait des courts-métrages, des clips, voilà. J'en ai pas fait beaucoup, en vrai, parce que il y a eu la grosse pause du confinement, tout ça, qui a duré assez longtemps. Et en fait, après, sur les petits projets, je m'y suis pas retrouvée, parce que l'effondrement aussi, c'était très particulier. En fait, c'était quasiment que de la prépa. On avait un jour de répète, un jour de tournage pour un épisode, vu que c'était du plan séquence et qu'il y avait pas assez d'argent aussi. Oui. Et du coup, moi, vraiment, mon travail principal, c'était d'être au bureau et de préparer la série. Et moi, ça, j'adorais, parce que t'as le temps. Tu fais des journées normales, t'es pas dans le froid, la nuit, en hiver, Et moi, j'adore préparer, j'adorais ça dans le poste d'assistante réelle. Donc, ça, c'était super. Mais après, je me suis retrouvée à faire des projets où t'as beaucoup plus de plateaux. Ce qui est super, hein, en soi, le plateau, c'est génial. T'es sur un tournage, voilà, c'est la concrétisation de toute ta prépa, c'est génial. Mais moi, je trouve que les tournages, c'est souvent... j'ai presque jamais fait de projet où tu fais des horaires corrects. Je sais pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'il y a toujours des dépassements d'horaire? Non, c'est de la fiction, ça. Bah oui, non, ça n'existe pas. Ah oui. Après, normalement, s'il y a un bon assistant réel, il n'y a pas de dépassement. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, t'as des journées de base. Faire flageller par toute la commune. Ils vont faire un gros coup de WhatsApp pour toi. Je rigole, bien entendu. Non, mais il y a toujours des aléas, effectivement. En fait, t'as déjà des plans de travail de base qui sont trop chargés. Enfin, moi, je trouve... Puis, tu finis... Moi, j'ai jamais fait des très longs projets, à part l'effondrement, où il y avait très peu de plateaux. J'ai jamais fait des longs métrages où, tu vois, tu pars 2 mois, 3 mois sur un tournage. Mais moi, je vois mes potes, quand ils reviennent de tournage, ils sont au bout de leur vie, en fait. Ça fait 2 mois qu'ils dorment pas, qu'ils mangent mal, qu'ils ont eu froid, chaud. C'est s'ils n'ont pas une bonne prod, ça. Voilà. Non, mais vraiment... en tout cas, moi qui suis en plus une petite nature en termes de santé, de forme physique... Ah non, c'était pas pour moi. Oui, par contre, t'adores la prépa, en fait. Ouais. Et un peu de plateau, mais pas trop. Ouais. Après, ça dépend. Hein. C'est sûr que faire un plateau avec que des gens que... Je me suis fait plein de potes avec les années, donc t'es avec que des potes, c'est super. J'ai fait plein de tournages que j'ai adorés, où je me suis marrée et tout. Mais c'est vrai qu'en plus, t'as une responsabilité en première. Moi, qui me stressait, quoi. Les derniers tournages que j'ai faits, c'était des courts-métrages pour le réal Bastien Huguetto, que tu connais, qui était un des réals de l'effondrement. Bastien. Et Bastien, c'est un pote. La moitié de l'équipe, c'était des potes. Et l'autre moitié était super cool. On est devenus potes aussi.
C'était super. Mais tu préférais Et Bastien quand même que les autres? C'est ça que tu essaies de dire? je ne répondrai pas à cette question. Non, mais je veux dire, c'était des conditions idéales. C'était avec un Mais prod. merde, pardon. Il va se mettre à dos les assistants réels. Ouais, ses fais potes. attention. Bah oui, tant qu'à faire. Sinon, non, vous avez qu'à appeler le podcast Christophe se met tout le monde à dos. C'est ça. Yes. Christophe On en roue libre. alternera. Christophe en roue libre. Christophe, nos limites. Non, mais bref, tout ça pour dire que c'était des conditions idéales, mais je l'ai quand même pas très bien vécu parce que voilà, c'était le poste d'assistante réelle. Ouais, la pression. Ouais. Ok. En fait, je crois que je voulais trop bien faire mon boulot. Moi, j'arrivais pas à me marier trop T'es avec les autres. Bah, peut-être un peu. C'est quelqu'un qui aime pas trop je sais rire C'est non pas plus. forcément un défaut. hein. Ouais, non, mais j'ai pas forcément l'impression dans la vie, je suis pas Ouais. hyper minutieuse et tout, mais moi, en assistante réelle, j'ai appris avec une merveilleuse assistante réelle, Anaïs Vachez, qui elle aussi a arrêté d'ailleurs depuis. Et elle, elle est perfectionniste. Et elle m'a Ouais. appris à être vraiment dans le boulot, à être d'assistante réelle vraiment à fond, quoi. Et du coup, je pense que j'étais trop à fond, en fait. Je prenais peut-être un peu trop mon rôle au sérieux et ça me stressait, quoi. Oui, bon. Mm. Au moins, t'as bien fait ton travail. Ah oui. Et petite question, donc on a vu ce que l'assistant réel fait avant. Pendant le tournage, t'en as parlé un peu. En fait, tu dois appliquer, tu dois faire en sorte d'appliquer ce que t'as défini en prépa. Ouais, tu dois superviser. Et après le tournage, est-ce que tu as encore un rôle? Non. C'est fini, genre Je quand on dit fin de tournage et je vais boire un coup. ah ouais, Enfin, j'allais. Ouais. Oui, il y a vraiment aucun rôle en post-prod. Vraiment rien du tout. ok, pas du tout. Donc c'est fini. Pas du Après tout. tu pars C'est sur un autre ciao. projet. Ouais. C'est ciao. On part en Ok. vacances. Donc on a vu que donc t'as fait l'effondrement. Après il y a eu le confinement. Mm. Et là tu t'es dit en fait j'aimerais bien expérimenter des choses ou faire des choses avec la photo. Mm. Et comment ça s'est passé en fait parce que donc t'as ton projet, les femmes réinvestissent la rue. Ouais. Et c'est ce projet-là que t'as commencé à faire suite au confinement? Non, Ou, avant. T'avais commencé avant? Ça, je l'ai fait juste après l'effondrement, entre octobre 2019 et janvier 2020. Donc, ouais, juste avant le confinement. D'accord. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et Oui. voilà. Non, mais en gros, après, là, je sais pas, je me suis dit... parce que j'avais fait de la photo quand j'étais ado, début de vingtaine, et puis après, il y a une période où j'ai complètement arrêté. Là, ça faisait quelques années que j'avais repris. Je prenais des potes qui faisaient des concerts en photo. J'avais plus un appareil photo sur moi pour en vacances, tout ça. Et là, c'est vraiment de faire cette série photo. Je me suis vraiment prise de passion pour le portrait. Et ben voilà, et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai passé le confinement à faire des autoportraits parce que mes collègues voulaient pas que je les prenne en photo. C'est vrai que toi, tu fais pas mal de photos posées, des photos de book aussi pour des comédiens. Ouais, comédiennes. je commence à faire des photos de book. Parce que la photo, ça me coûte beaucoup d'argent, mais ça me rapporte pas trop. Donc là, ouais, Mais dis pas ça. Tout le monde s'arrache tes portraits, Alice. Oui, dépêchez-vous d'en acheter. Pardon, t'allais dire quoi? Mais c'est marrant parce qu'on en reparlera, je suis sûr, dans 10 ans. Et en fait, quand on regardera ça, où comme tu disais, les portraits s'arrachent, mais ils s'arracheront encore plus. Dans 10 ans, on dira, ah oui, putain, c'est des photos numérotées à $1 million. Non, mais sais pas, c'est mais- rigolo de voir l'évolution Ouais. aussi. Ouais, carrément. Mais qu'est-ce qui te coûte le plus dans la photo? Le matériel, déjà. J'ai beaucoup investi D'accord. dans du matériel, des fonds de couleurs, Ah oui. de la lumière, Ouais. des nouveaux objectifs qui coûtent $1,5 bras. Ouais, non, c'est sûr que le matériel photo ou vidéo, à chaque fois, je me dis, ah, il faut ça encore. Ah ouais, ok, là, t'as acheté 2 caméras, il te faut, du coup, 2 objectifs en plus. Bah ouais. Il te faut 2 filtres ND variables, si tu veux, pour avoir les... Il te faut 2... Enfin, bref, du coup, tu doubles. Même quand tu achètes un nouveau matériel, t'as toujours des petits trucs, des petites attaches, des petits... Ouais. Donc, continuons notre petite aventure en parlant d'écologie. Voilà, c'est bien, on est d'accord? Ouais, c'est bien L'écologie, l'écologie. je Ouais. dis oui. On est d'accord? Ok, donc ça, c'est bon. Le féminisme, oui, c'est On cool. aime bien le féminisme. On aime Ouais, bien. ouais, Oui, du coup. Ouais, moi je vote Ok, pour. on valide aussi. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut valider? Le véganisme. Le véganisme, on valide? On dit que c'est On bien. valide. On valide, Oui. effectivement. On valide parce que quand même, c'est bien de vouloir du bien à son prochain. Oui. Et voilà. Et Même s'il ne c'est parle écolo. pas.
Et c'est écolo. Et En c'est fait, écolo. on Si vous revient vous en foutez au des même- animaux, pensez à l'écologie. La planète, oui. Ouais. Pensez Pensez à vos enfants. Ouais. C'est beau. Bah voilà, merci beaucoup Alice. Ouais, avec Les plaisir. enfants, Et, on s'en fout pas. les enfants, ça dépend lesquels. Ça Oui, dépend lesquels. Ça dépend Ça dépend lesquels. Ok. Ah, parce que c'est vrai que quand t'as des enfants, ton empreinte carbone, elle devient dégueulasse. Ouais. Carrément crade. Ouais. Du coup, se reproduire, ça dépend. Ça dépend. Pour ou contre, ce sera l'objet d'un débat. À bientôt pour un nouveau numéro de... D'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un nouveau nom pour cette émission. Les débats comme ça. De quoi? Les débats? Hmm. Les débats sur les enfants? Pour les enfants. On trouvera un nom de concept pour les débats pour les enfants. Je voulais revenir... Ah, oh. Tu as parlé fort, Julien. C'est devenu Ah bon rouge. Oh. Ah ouais. Comme ça Ouais, arrête de faire ça. D'accord. Tu vas casser les oreilles de nos amis misophiles. Misophile. Misophile Misophone. Misophone. Ouais, je voulais voir si le Ouais. public suivait. Misophone, effectivement. Donc, nous en étions à l'écologie. Parce que Oui. nos... On est d'accord. Ouais. Avant de parler de véganisme et de féminisme, enfin, tous Oui. ces trucs-là, on y reviendra après. Mec se perd. Non, je voulais revenir sur les tournages. Par exemple, le tournage des Parasites. Oui. Parce que on sait que notre industrie pollue quand même pas mal. Donc toi, est-ce que tu essayes de travailler avec des équipes qui prennent ça en compte? Parce que, par exemple, comment ça s'est passé le tournage de l'effondrement à ce niveau-là? Parce que je sais qu'il y avait une association qui s'appelait Ouais, Ecoprod. Ecoprod. Ouais, du coup, c'était un Ecoprod. tournage en écoprod. Ouais. C'était quoi leur rôle là-dessus? De s'assurer, en gros, de conseiller. C'était un peu. Donc, c'était Pauline Gilles qui était avec nous. Qui et était en qui était un stage peu chez moi Ah ouais il y a quelques années. Et oui, Ouais. Ouais, c'est à vrai. Oniric à l'époque. Ouais. En 2015, Pauline, tu as qui on a reçu aujourd'hui? 2016. Quelqu'un que tu sans doute t'aimais pas trop sur le tournage parce que les assistants réels souvent ils sont... Non, je rigole, moi, on j'étais t'aimait bien hyper, sur le tournage. bah oui, Je plaisante. j'étais hyper pro. Moi, j'ai adoré justement quand on m'a dit que c'était un tournage en écoprod. Je pense que c'est le seul que j'ai fait comme ça en fait. Et c'était super. Alors moi, à mon poste, c'est pas ce qui me concernait le plus. Je faisais moins d'impression. Voilà. Mais non, c'est plus... Genre on t'interdisait de faire d'imprimer des feuilles? Non, mais par contre, j'étais censée dire combien j'avais imprimé à la fin de chaque... Ah ouais, c'est là qu'ils vérifient. Ouais, en fait, elle a fait... tout le monde lui donnait... en gros, ses dépenses énergétiques, on va dire. Et elle faisait des calculs pour dire, voilà, on a économisé tant ou... Ah ouais, ok. Ouais. Bon, après, je sais pas si je suis la meilleure personne pour parler de ça parce que... Enfin, moi, je trouvais ça super, j'étais hyper pour, mais je m'en suis pas trop occupée, en vrai. Juste, on me disait, les gens, ils vont en minibus, même les acteurs ou actrices connus, pour économiser des voitures, machin. Et moi, j'étais, ok, allons, on y va en minibus. Oui, Bah ouais. Il y avait plein d'autres choses qui étaient bien, faites, hein, mais moi, à mon poste, c'était pas du tout là où ça se voyait le plus. Non, mais c'était pour avoir ton ressenti là-dessus. Bah, Ce serait pas mal qu'on les reçoive c'était d'ailleurs. super. Que Pauline vienne nous parler un petit peu. Je sais pas si elle est toujours là-bas, mais pour nous parler de son expérience de toute façon. Ouais. C'est cool. C'est vrai qu'à l'échelle d'une prod, on pollue énormément. Et quels sont les postes du coup de pollution les plus importants? Bah déjà en termes énergétiques, quoi qu'avec la LED, ça va mieux, je pense. Ah oui, clairement. Après, tout le monde travaille pas encore en LED, mais la LED, ça consomme moins quand même. Ouais. Mais après, il y a les trajets, justement. Il y a il y a la régie. À la régie, beaucoup. Là, c'était beaucoup du vrac avec day by day, tu vois, pour avoir moins de déchets. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, en fait, tu vois qu'à tous les postes, il y a énormément d'économies à faire. Mais par contre, ce qu'on m'a dit, ce que Alexis Giraudot, le régisseur général, m'avait dit à l'époque, c'est que le poste pas le poste, dans le cinéma, dans la production cinématographique, ce qui consomme le plus, c'est les spectateurs et spectatrices qui vont voir le film. C'est les trajets pour aller, comme il y a c'est beaucoup de cinéma dans les grandes villes, enfin tu vois, qui sont hors des petites villes. En fait, les gens font plus de trajets en voiture pour aller dans ces multiplexes. Et a priori, ce serait ça qui coûterait le plus en dépenses, en pollution. Du coup, ça pollue moins les ciné en ville, parce que les gens ils y vont souvent en transport. Ouais, ou à pied, ou s'ils prennent la voiture, ils font un plus petit trajet. Ouais. Tu vois. Ah oui, c'est pour aller vers les multiplexes. Ouais. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Bah tu vois, je sais pas, dans les petits bleds, tu fais du trajet quoi pour aller au cinéma. Ouais, clairement. Donc,
Voilà, c'est ça. Et Oui, c'est ça. Le problème, c'est après, c'est un problème politique où je suppose que on ferme oui. des gares, des trucs comme ça. Donc, où tu as moins de trains, moins de bus. Quand tout à l'heure, tu nous as parlé de féminisme. Tu as dit, j'ai découvert le féminisme à un moment donné. Ouais. Bah, en fait, j'ai vraiment... Enfin, je pense que j'ai toujours été... je pense comme tout le monde, il faut l'égalité salariale. Et... enfin, tu vois, j'avais... Ce qui semble normal. Oui, les grandes lignes, quoi. Ouais. Genre, il faut que les femmes soient indépendantes. Enfin, voilà, vraiment le niveau zéro de ce qui devrait être normal. Mais en 2018, ouais, c'est ça, j'ai emménagé dans une coloc. Et mon coloc de l'époque, Samson, m'a fait... c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le féminisme. Enfin, on était c'est 3. Un homme, donc. Ouais, c'est un homme qui m'a fait découvrir le féminisme. Et qui lui-même a découvert avec une femme, une de ses amies. Mais en fait, on en a énormément parlé. Et on avait une coloc aussi à l'époque, donc c'était eux deux, ils en parlaient beaucoup tous les deux. Mais c'est vraiment lui qui m'a amené plein d'infos. Enfin, en fait, on en a parlé et du coup, j'ai découvert aussi à ce moment-là le podcast Les couilles sur la table de Victoire Toyon, qu'il faut absolument écouter si vous ne connaissez pas. Et c'est là où j'ai découvert les podcasts aussi. Et voilà, et en fait, je me suis... En fait, c'est vraiment, d'un seul coup, j'ai ouvert les yeux sur une oppression que je vivais. Et du coup, il y a plein de pans de ma vie, plein de choses qui se sont expliquées où je pensais que c'était que moi. Et en fait, je me suis dit, ah non, en fait, c'est systémique. Si je suis comme ça par rapport à tel ou tel sujet, si je sais pas négocier mon salaire, si j'ose pas faire certaines choses, parce que moi, je me disais... je suis une personne qui aime bien prendre son temps, par exemple, pour faire des choses, tu vois, j'ai mis 1000 ans à devenir première assistante réelle, enfin, et je me disais, c'est parce que moi, j'aime bien prendre mon temps, c'est parce que je suis pas sûre de moi, mais voilà. Et en fait, là, j'ai découvert que c'était 1 milliard de raisons, mais qui étaient concentrées autour du fait que j'étais une femme, et que du coup, alors évidemment qu'il y a la personnalité aussi, il y a des femmes qui sont très sûres d'elles et qui foncent, évidemment, mais dans le côté systémique, il y a cette oppression patriarcale qui fait qu'on est moins à fond, quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment, c'est comme le végétarisme quelques années avant. Vraiment, on a appuyé sur un interrupteur dans ma tête et j'ai fait oh. Et du coup, je me suis mise Comment ça, on n'est pas obligé de manger des animaux pour être en vie et en bonne santé? Eh oui. Oh, je vais y réfléchir. Merci Alice. Avec plaisir. On pourrait dire qu'à partir de ce jour, j'ai réfléchi à ça. Et ouais, enfin, du coup, je me suis mise à lire plein de livres aussi. Enfin voilà, et du coup, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et j'en apprends encore tous les jours parce que c'est un domaine où on ne finit pas de déconstruire. Et voilà, et ça a eu un impact énorme sur ma vie. Et voilà. C'est vrai que ça a quand même, ou du moins le débat a quand même vachement pris de place au sein de la société sur la place de la femme. On en parle. Ouais. On en parle. Déjà, après, ouais. Est-ce que ça a changé Je trouve qu'on un en parle petit peu bien. Qu'on en parle assez et qu'on en parle bien. Non, on n'en parle jamais assez. Ouais. Non, mais je sais pas. En vrai, par exemple, je regarde pas la télé, donc je sais pas trop comment c'est sur... on sera 3, là, du coup. On va regarder la télé, on sera 3. Oui, du coup, tu vois, je sais pas, par exemple, dans les débats publics, j'ai l'impression que les féministes sont quand même... Ça dépend des sujets, mais quand même encore un peu moqués, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Le problème, c'est qu'ils vont essayer de trouver des gens qui parlent pas de manière rationnelle et qui sont posés. Enfin, même si t'es pas choisi parce que, a priori, tu vas devenir dingue. Enfin, je pense que déjà, ils te poussent à bout. Ouais, déjà, ouais. Et en plus, sur les plateaux télé, on laisse pas les gens s'exprimer. Et moi, je sais que quand j'ai découvert le féminisme, j'étais très en colère. Et parce que d'un seul coup... Vous êtes en colère, Alice ? Là, ça va mieux. Ah, ouais. Enfin, ça dépend des moments. Non, mais d'un seul coup, tu découvres toute cette injustice énorme et tu vois que la plupart des gens s'en foutent et même veulent que ça perdure. Donc, c'est un petit peu énervant quand même. Et du coup, je pense que si tu es sur un plateau télé, qu'on parle d'un sujet qui t'énerve, parce que c'est normal d'être en colère, en fait, quand on parle d'injustice, mais ça, les gens, ils veulent pas. Il faudrait qu'on soit zen et qu'on en parle de manière pisse tout le temps. Mais quand on t'invite sur un plateau télé et qu'en plus, j'imagine qu'on te coupe la parole en permanence, on cherche à et t'énerver qu'on aussi, fait des blagues dire, sur ce que tu dis, qu'on tourne à... mais surtout avec qu'on des tourne à la dérision, avec des arguments débiles, et t'as envie de dire, mais c'est de la merde ce que vous dites, et tu peux pas. Et c'est là qu'en fait, justement, je pense que ça rend dingue, en fait. Ils attendent qu'une seule chose, c'est ça. C'est justement que tu te dises, mais oui. non, mais c'est de la merde que vous dites. Parce que justement,
t'as des chroniqueurs qui, eux, n'ont même pas travaillé le sujet, qui sont là à la base, Qui sont là tu pour- sais même pas pourquoi. Ils font des Pour ne blagues. pas les citer, Oui, ils font des blagues, ouais. CNews, TPMP, typiquement, c'est un peu le mode opératoire. Et ils font venir quelqu'un pour parler d'un sujet qui va être d'actualité parce que tu as eu un phénomène ou n'importe quoi, je sais pas, une manif ou un truc. Et du coup, pour surfer un peu sur ce buzz-là, ils vont inviter une personnalité qu'ils ont très bien choisie parce qu'ils savent que la personne va réagir à leur comment ça Mais c'est s'appelle, ça, à ils leurs savent arguments qu'ils forts, invitent et- aussi. Et ils savent Ou ils très, invitent très, la très personne bien du moment ou machin. Bien sûr. Tu sais, c'est Comme tu comme. dis, ils inviteront jamais Paul Watson, ils inviteront jamais n'importe Mais- qui est capable d'avancer des C'est- arguments de manière posée et réfléchie et de manière hyper Ouais, non, c'est rationnelle et sûr, en ouais. débattant de manière, comme un homme politique le ferait par exemple, tu vois. Non, mais ils savent qu'ils invitent, tu vois, par exemple, pour changer un peu de sujet, mais c'est un peu le. C'est quand il y avait les attentats, tout ça, les musulmans qu'ils invitaient, il y en a un qui revenait un peu tout le temps, c'était un imam qui, je crois, qui est même plus, enfin bref. Et c'est un gars que toute la communauté rejetait, quoi. Tous les gens qui l'entendaient parler disaient que c'était n'importe quoi, mais c'était quand même lui qui était invité, quoi. Mais là, du coup, le fait que le féminisme prenne un peu de s'étendre dans le débat public, ça permet quand même de faire bouger les choses. Ouais. Je pense qu'il y a de l'évolution quand même, mine de rien. Oui, non, mais oui, il y a de l'évolution, bien sûr. Mais c'est quand même. Enfin, moi, je vois encore les conversations que j'ai. En fait, si tu veux, il y a les grandes lignes où tout le monde est d'accord. Faut pas violer les femmes. Bah, merci. Heureusement qu'on est d'accord là-dessus, quoi. Mais mais il y a aussi. En fait, c'est plein de C'était choses. pas très évident avant, c'était pas très Ouais, clair. avant MeToo, on n'était pas sûr. Mais Ouais. là, maintenant, Non, Il y c'est avait un mais, peu d'ambiguïté, c'était ouais, pas c'est très ça. très clair. Ouais. Mais il y Tu a veux dire encore- qu'une femme, quand elle met une robe ou une jupe un peu courte, elle Il y a a pas des envie petites qu'on la raisons. viole? Dites-nous. Bah non. Et oui, Ah ouais. c'est surprenant. Ah, hein, mais quand tu le sais pas. Mais Là il y a- maintenant c'est clair, on le sait. Maintenant, c'est clair. Merci Alice. Merci. Mais il y a un ami l'autre jour qui me disait que sur Twitter, il y a une nana qui a mis un tweet en disant les meufs, si demain il n'y a plus d'hommes sur Terre pendant une semaine, vous faites quoi? Et a priori, la plupart des réponses c'était je sors la nuit, je vais dehors et je m'habille comme je veux. Ah ouais. C'est chaud quand même. En fait, on ne peut pas faire ça. Non, mais en fait, c'est pas que les trucs énormes comme ça, les écarts de salaire, les violences sexuelles, bon, ça, voilà. C'est. Même si ça, c'est pas du tout réglé, hein, qu'on s'entende. Mais c'est aussi 1 milliard de petites choses au quotidien, quoi, dont on n'a pas forcément conscience quand comment dire, quand on se renseigne pas sur ces sujets. Et je sais que MeToo, il y a plein de mecs déjà qui sont tombés des nues. Mais après, oui, parce que il c'est fallait des pas faire sujets. ça. Non, mais même. Non, ça veut pas dire oui. Non, mais même sans parler des agresseurs, Oui. plein de mecs qui se sont rendus compte que c'était ça la réalité des femmes et surtout que eux-mêmes avaient pu avoir des comportements, sans parler de violences horribles, tu vois, mais des comportements pas cool. Plein de petits trucs, mais et oui, et le consentement, c'est pas un truc évident pour plein de gens, hein. Il y a plein de gens pour qui si elle dit pas non, c'est oui, alors que non, c'est si elle dit pas oui, c'est non. Ah, ok. Putain, on apprend plein de trucs dans ce podcast. Merci Alice. Avec plaisir. C'est comme il y a un truc que les hommes connaissent pas non plus, c'est le fait, par exemple, d'être dans la rue, de se faire suivre par des mecs. Ça, c'est ouf. C'est-à-dire que c'est des trucs que tu peux pas comprendre. Se faire frotter dans le métro. On Se t'a déjà faire frotté, frotter. toi? Non. Non, mais c'est vrai. En fait, on peut clairement pas se mettre à la place d'une femme et de voir, par exemple, que sur un trajet que tu vas faire plusieurs fois, on va te dire sur une journée, t'es mignonne, ou qu'on va te faire des compliments toute la journée. Alors, ça peut être flatteur. Je suppose que c'est flatteur. Non. Non, mais je veux dire, quand je dis ça peut être flatteur, quand on te le dit une fois de temps en temps, peut-être, ou je sais pas. Mais quand c'est toute la journée, tous les jours, sur ton trajet par exemple, je comprends que ça puisse être lourd. Quand tu te prends des mains dans le métro, quand t'as des grèves ou des trucs comme ça, où littéralement tu peux pas bouger. Et même les gens, si t'appelles à l'aide, en plus, les gens ne réagiront pas forcément sous prétexte qu'il y a trop de monde dans le train ou je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours des excuses en plus. Le fait de se faire frotter ou le fait de se faire suivre, c'est pas normal, quoi. Ouais. J'ai plein de copines, des fois, elles sont obligées de rentrer dans des magasins, attendre, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui les suivent ou qui... Je sais pas pourquoi, quoi. Enfin, ils te suivent. Ou qui t'interpellent et qui t'insultent. Oui, si tu dis pas oui, on t'insulte. Ouais. Moi, j'ai plein de potes aussi, comment ils ont réagi au féminisme en général. On sent qu'ils se sentent un peu pas agressés, mais ils sont. Enfin, moi, il y a plein de réactions où j'ai trouvé hyper désagréables en parlant de féminisme avec des potes mecs, parce que
Parce qu'en fait, tout de suite, ils se sentent attaqués. Alors que, déjà, j'ai envie de dire, si tu penses que tu n'as rien fait de mal, ne te sens pas attaqué. Et en fait, juste remets-toi en question, parce qu'effectivement, on ne peut jamais parler à la place des concernés. Moi, je ne peux pas savoir ce que toi, tu vis en tant que personne racisée, par exemple. Donc, en fait, je trouve qu'il faut écouter. Et c'est ça que, moi, je trouve qu'on manque beaucoup, même si là, on écoute de plus en plus quand même. Mais il faut écouter les personnes concernées et pas partir du principe... Enfin, moi, j'ai une copine qui est d'origine asiatique. Un jour, elle m'a raconté ce qu'elle vivait dans la rue, que des fois, il y a des gens, en passant Noël, ils font... Enfin, des trucs. Et moi, j'étais là, mais what ? Mais qui fait ça ? Et jamais je n'aurais imaginé que ça puisse exister. Ouais. Du coup, juste... Ah non, mais c'est horrible, c'est horrible. Et Julien, en fait, il fait ça des fois. Je lui dis, arrête. Très souvent. Non, mais... Du coup, voilà, faut écouter les concernés et pas partir du principe que ce que les personnes disent, c'est... En fait, je pense que ça nous remet en question, tu vois. Il y a des gens, ils réagissent mal à ces trucs-là parce qu'en tant que personne blanche ou en tant qu'homme, ils se sentent attaqués par ces remises en question. Mais non, juste remettez-vous en question. Je pense qu'il prendre du recul. Ouais, c'est dur, surtout quand tu... Ils se disent, ok, c'est toute mon identité entière que je dois déconstruire pour pouvoir me reconstruire. Ouais. Flemme, quoi. Bah, déjà, je pense qu'ils ont peur de découvrir qu'eux, ils ont fait de la merde. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait, même si c'est des trucs pas horribles, qui ont fait des trucs pas très clean, tu vois. Non, mais même inconsciemment. Des fois, ils peuvent faire des remarques. Je prends mon cas, par exemple. Moi, en tant que Renoir, il y a des fois où on peut me faire une blague. Alors, les gens pensent que ça va être une blague, genre pour... briser la frontière parce qu'on se connaît pas très bien et essayer de lier une amitié, enfin, ou je sais pas. Ouais. Je suis désolé, Julien. Pardon. Non, je pensais que je parlais mal dans le micro. Non. J'étais hyper premier degré. Non, je sais que tu parlais de moi, je suis désolé. Bah, non, c'est tout, je présente mes excuses. Tu sais que je t'aime. Oh, moi aussi. Non. Pardon, excuse-moi. Mais, tu vois, ils vont te faire des blagues qui vont être tout ce qu'il y a de plus déplacé. Donc ça va être, je sais pas, se mettre à parler bizarrement. Typiquement, par exemple, tu vois, la nana qui se prend des réflexions asiates, ça se trouve, les gars étaient même pas foncièrement... si ça se trouve, ils vont manger de la nourriture chinoise tout le temps, ils passent leur temps peut-être à parler de culture asiatique, à dire que, je sais pas de quelle origine elle était, tu vois, mais peut-être... Non, mais c'était des gros cons. Non, mais je sais. Je pense que là, c'est quand même mais en fait, juste... non, mais je veux dire, oui. dans leur schéma, des fois, c'est juste vraiment purement de la connerie, mais de la connerie pas forcément inconsciente, mais... vraiment de la débilité pure, quoi. Ou c'est juste mal placé, mais vraiment de la débilité. Oui, tu veux dire, c'est pas ils se sont pas dit tiens, je vais dire un truc raciste. C'est pas des gens qui sont genre ils ont pas mis le mot sur le truc raciste. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que souvent eux-mêmes ne se définissent pas comme ça. Ils vont dire ah non, je suis hyper tolérant et compagnie, machin, tu vois, mais derrière ils vont avoir un comportement qui est tout ce qu'il y a de plus dissonant face à ce qu'ils vont te raconter, quoi. Vous connaissez le je suis pas raciste, mais je suis pas raciste, mais il y en a trop quand même, tu sais. Je pensais que c'était un jeu JEUX. Non, c'est vrai, il y a des moments, c'est ça en termes de déconstruction. Il y a plein de comptes comme ça que je suis. Et non, je crois que c'est Pépite Sexiste, un truc comme ça. Bref. Ah oui, il est bien ce compte. Et en fait, c'est trop marrant parce que il y a des moments, genre, juste la différence, la fameuse taxe rose. Où, en gros, t'as deux rasoirs. Le rose, il est plus cher, quoi. Et moi, il y a un truc sur lequel je me questionne pas mal, c'est. Il y a pas mal de trucs qui sont conditionnés par l'enfance, enfin beaucoup, rien que par les jouets. Quand tu regardes les jouets pour les filles, ça a tendance à évoluer, mais en fait, il y a encore plein de jouets, entre guillemets, genrés, genre la dinette, le kit pour faire le ménage, s'occuper du bébé, ces trucs comme ça. Alors que les mecs, ça va être, on fait la guerre, on fait de la chimie, les Lego techniques. Et on roule vite en voiture. On roule vite, vroom vroom. Hot Wheels. Exactement. Non, mais il y a ce truc-là où, en fait, tu prédétermine déjà et puis mais le dès la contrôle grossesse, par les couleurs aussi. Mais oui, mais dès la grossesse, tu dis, à partir du moment où les parents annoncent le sexe de l'enfant, déjà ils projettent des choses différentes, tu vois, sur l'enfant. En fait, on donne de l'importance à quel va être le sexe de l'enfant. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous projeter. Donc, et puis, en condition, et l'enfant du coup lui-même se retrouve conditionné dès la sortie de l'utérus, quoi. Ouais. Et j'avais entendu un mec, je sais plus, je crois que c'était dans un épisode des Couilles sur la table, je suis pas sûre, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Il racontait que il avait un bébé qui était une petite fille
Mais c'était vraiment un bébé. Donc, en fait, quand on lui demandait le sexe, quand il rencontrait des gens, une fois il disait que c'était un garçon, une fois il disait que c'était une fille. Et il voyait les réactions des gens changer, vraiment. Je le ferai ce jeu. Le jour où marrant. j'en Non, reviens, je mais le ferai faites ce jeu. Ouais. A priori, c'est fou. Et il disait qu'il y avait, à un moment donné, il avait dit c'est un garçon. Et là, il avait vu, la personne avait fait, elle avait un petit peu boxé, tout gentiment, hein, sans faire mal à l'enfant, mais tu vas faire ah là là. Et là, il avait dit non, en fait, c'est une fille. Et la personne avait fait enfin, c'était toute offusquée. Non, mais c'est fou quand même de ça. Et en fait, c'est juste c'est un bébé. Enfin, en vrai, tu dis pas le sexe d'un bébé, t'en as aucune idée. T'as dit, non, mais parce que t'as dit un truc que j'ai trouvé intéressant où tu dis c'est dur pour les mecs de complètement se déconstruire et de se reconstruire. Et en fait, ça, c'est un truc, je trouve, qu'il faut quand même vraiment prendre en compte. Et j'en parle beaucoup avec mon copain, on a eu énormément de débats là-dessus. Mais en fait, lui, il me dit, bah oui, ok, le féminisme, mais oui, il faut, se déconstruire. Mais il dit, mais en fait. Mais il dit aussi, arrête avec tes conneries. Ouais. Non, mais il dit aussi, il faut avoir conscience que. En fait, on s'est construit comme ça. C'est-à-dire que toute notre vie, on nous a expliqué que pour être un vrai homme, un vrai mec, fallait être comme ci, comme ça, fallait pas pleurer, fallait être dominant. Enfin, plein de trucs qui sont pas faciles à intégrer pour... comment dire ? Enfin, en gros, il y a plein de mecs qui correspondent pas forcément à la base à cette image un peu de l'homme tel qu'il doit être. Et en fait, ils se forcent à être comme ça, quoi. Ce qui crée énormément de névrose. Ouais, c'est horrible. Enfin, le fait que la plupart des hommes pleurent pas, mais pauvres, c'est horrible. Enfin, moi, ça me libère tout quand je pleure. Ouais, c'est parce que t'es une femme aussi. C'est vrai, du coup, je pleure beaucoup. Et nous, on pleure pas. On pleure pas. Mais vous n'avez pas le droit. Bah non. Et c'est vrai que ça, faut pas l'oublier. Après, faut pas dire. On n'est pas des gonzesses aussi. Vous n'avez pas pleuré comme des meufs, quoi. Mais même les termes, en fait. Justement, tu dis un terme qui est très important. On se fait traiter. Si tu pleures, t'es une tarlouse, tu pleures comme une fillette. Il y a toujours des termes qui sont très durs, en fait. Faut pas être comparé à une fille, il faut pas être comparé à un homo. Parce que vraiment, ça, c'est horrible. C'est vrai que c'est. De base, t'as ces conditionnements, hein, autant pour les mecs que pour les nanas. Comme tu dis, si tu corresponds pas vraiment à ton genre, machin, bah tu vas être jugé et tu vas être rabaissé. Faut être dans la norme. Hein. Ouais. Sinon, c'est pas bien. toujours été mon souci. Pour un brainstorm, comment on fait pour déconstruire en utilisant peut-être que pour c'est même pas un brainstorm en fait, c'est une affirmation et une question en même temps. Comment on fait pour déconstruire correctement un sujet, n'importe lequel, que ce soit sur le fait de devenir végétarien, sur le féminisme, sur le racisme ou n'importe quoi. Et est-ce que le terme de déconstruction n'est pas lui trop fort ? C'est-à-dire que c'est un terme qui peut potentiellement faire peur. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un et que tu lui dis, ou qu'il a l'habitude d'entendre le terme déconstruction, est-ce qu'au final, il se dit pas, ok, moi je dois me déconstruire, donc je dois perdre mon identité, je dois perdre ma personne. Et est-ce que ça crée pas justement l'effet un peu boomerang, ou l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens vont chercher justement à renforcer leur identité pour ne pas se faire déconstruire. Ouais, je pense que tenir ça, c'est vraiment à leur identité. Quoi. Ça, je pense que c'est une réaction assez classique de, au contraire, aller de l'autre côté pour dire non, mais justement, moi, je confirme mon identité et je rentrerai pas dans vos cases, quoi. Pour le végétarisme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, qui se mettent à manger encore plus de viande pour dire je suis ça. Moi, je suis un vrai un vrai carnivore. Moi, je mange de la viande. Et regarde à quel point je mange de la viande, quoi. Tu sais, tu viens d'une région en France. Alors, je vais peut-être me mettre des gens à dos. Après, Chris, ça pourrait être. Chris, c'est juste mettre la France à dos. La France à dos. Ah, mon Dieu. Une partie de la Est-ce qu'on veut des abonnés ? On aimerait bien. Après, en fait, nous, on est là dans le partage. Hein. On partage des expériences de vie, Donc, non, mais je pense qu'on peut quand même parler de tout. D'apporter notre pierre à l'édifice, monsieur. Tu as des endroits, par exemple, en France, où tu as une culture gastronomique qui est hyper ancrée, qui est très importante. Tu veux parler de ma région natale ? Ouais. Allez, le sud-ouest, bien sûr. Non, mais c'est le cas dans le sud-ouest, c'est le cas dans le nord, c'est le cas... Enfin, chaque région a ses trucs, tu vois. Et quand après, tu c'est mieux quand même dans le sud-ouest, un patrimoine gastronomique qui est très tourné autour de la viande, tu mets le doigt sur quelque chose qui est très dur, parce que tu te dis, les gens, t'en as beaucoup en plus qui, par exemple, n'ont jamais voyagé, qui ne savent pas faire autrement que ce qu'ils ont l'habitude de faire dans leur région. Donc faire les fêtes, faire la feria, faire la corrida, tout ça c'est partie intégrante de leur personnalité et de leur mode de vie et de leur histoire et de leur culture, quoi. Même si c'est de l'intraculture dans la culture française, la culture française est multiple, la culture française est pleine de plein de choses. Et comment on fait aujourd'hui pour déconstruire ça, pour faire comprendre aux gens qu'une tradition peut évoluer.
et qu'une tradition n'est pas forcément une fin en soi. Bah, Elle était très longue, ma question. Ouais. Répondez-nous, Alice. Comment déconstruire? Non, mais les gens qui ont 70 ans, qui ont mangé de la viande toute leur vie, pour qui ça fait partie... Enfin, en vrai, j'en sais rien. Moi, ces personnes-là, je pense que déjà, je les rencontre pas trop. Et j'en sais rien. Mais par contre, en fait, le savoir, c'est le pouvoir, quoi. Et si tu te renseignes un tout petit peu, t'écoutes les concernés. Et par exemple, le végétarisme, tu peux pas trop écouter. Mais en vrai, si, on peut écouter. Enfin, tu vois les enregistrements dans les abattoirs de L214, tu les entends, les animaux hurler à la mort. Tu vois leur souffrance, le désespoir dans leurs yeux. C'est horrible ce qu'on leur fait subir. Et je pense qu'une fois que tu as vu ça... Enfin, moi, je sais, quand je suis devenue végétarienne, je le suis devenue après avoir eu des conversations intéressantes avec des personnes. Ça m'a vraiment... C'est le petit interrupteur, quoi. Là, ça a fonctionné. Et après, j'ai été voir, je me suis dit, bon, pour vraiment le faire et tenir, il faut que je sache, il faut que je vois. Donc, j'ai été regarder des documentaires. Et j'en ai chialé, hein, vraiment, tu vois les images. C'était même pas que dans les abattoirs, c'est aussi les animaux qui sont torturés dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie des voitures. J'ai vu des images de chiens qui servaient pour les crash tests. Ouais. En fait, mais de toute façon, une fois que tu décides quand tu es contre l'injustice et les systèmes d'oppression, en fait, c'est être en dissonance cognitive que de continuer à manger des animaux. C'est être en dissonance cognitive, de ne pas se renseigner, je trouve, sur le féminisme, sur toutes les formes d'oppression. Moi, j'essaye de me renseigner sur l'antiracisme. Je le fais, tu vois, peut-être pas assez. C'est vrai en fait, le truc aussi, c'est que je pense que quand... peux à ton rythme, quoi. Je pense que quand on n'est pas concerné, on est moins enclin à se renseigner. Mais en fait, il faut le faire. Quand tu prends conscience que tu fais partie du problème, il faut vraiment le faire. Et du coup, quand on mange de la viande, on fait partie du problème. C'est vraiment c'est un problème global. C'est un problème global. Et c'est un problème de famine. Mais c'est horrible. Mais oui, on pourrait nourrir tellement plus de monde si on faisait que des végétaux. Vraiment, c'est pas compliqué. J'ai une amie qui m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, qui est végane aussi. Elle m'a dit, moi, quand on me demande souvent, l'argument un peu que je donne, c'est, en fait, pour vivre en accord avec mes convictions, le fait d'être végé ou végane, c'est encore mieux, c'est une action... Les extrémistes, ouais. Les véganes. Non, c'est juste être les cohérent. Les gars qui balancent du sang sur les boucheries, là. Oui. On les connaît, ça. Hein? Non, mais c'est une action qui est hyper facile à mettre en place et que tu peux faire tous les jours. Tous les jours, tu te bats pour quelque chose auquel tu crois quand tu es végane, tu vois. Et vraiment, c'est pas compliqué. En plus, de pas faire souffrir l'autre, en fait. Bah ouais. Et c'est pas compliqué. Il suffit juste de pas acheter les trucs. Voilà. On te demande pas de faire une action, on te demande pas d'aller bloquer l'autoroute, on te demande pas d'aller, je sais pas, tu vois, on te demande pas de faire quelque chose, on te demande d'arrêter de faire quelque chose. Ça va, c'est pas... moi, je pourrais jamais vivre sans manger de saucisson. Non, mais ça, c'est... Non, mais t'es végé, toi ou... Ouais. Non, c'est parce que là, j'ai on pourrait souvent... croire avec tes blagues. j'ai souvent, j'avoue, j'ai passé par le gros mec, la confit de canard et tout. Non, j'ai souvent cet argument-là, c'est « Ah non, moi, je pourrais pas... » passer ma vie. Je pourrais pas vivre sans manger de saucisson, moi. Ça, j'ai le foie gras oui, aussi. Tu veux dire les gens qui disent ça. Ouais. Oui. Et du coup, c'est pour ça que je donnais cet exemple, parce que je l'ai eu plusieurs fois. Ouais. Éducation, culture, habitude, tout ça, c'est des choses qui mettent un certain temps, parce que quelque part, c'est un peu comme devoir vivre le processus d'un deuil. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu as toujours eu l'habitude, dont tu as toujours été en relation. Et non mais... C'est un peu comme une relation, quoi. La relation que tu as avec la nourriture, c'est quelque chose de profond. Mais c'est vrai quand t'aimes bien manger, au début tu te dis ouais, on va m'enlever tous les trucs que j'aime bien. Il faut que tu te reprogrammes et que mais c'est déjà pas parce que c'est bon que t'es obligé aussi, tu vois. Juste commencer par arrêter de manger des trucs nuls, quoi, en se disant non mais je l'achète parce que c'est pas cher. Mais en fait, les gens achètent du pas cher qui est très mauvais et vraiment très mauvais pour leur... Typiquement tout ce qui est jambon, blanc de dinde qu'on a dans les rayons et compagnie. Alors déjà, t'as une grande partie qui finit à la poubelle parce que les gens achètent de moins en moins ces trucs-là. Donc c'est de la production de viande qui sert à rien. Donc c'est des animaux qui meurent pour rien, typiquement. Mais tu sais que ce soit cher ou pas cher, les animaux, ils sont quand même tués. Non, je sais. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'il y a toujours un premier pas à faire. Donc déjà, si les gens veulent se mettre, par exemple, à manger mieux et à consommer moins de viande, sans forcément le faire tout de suite d'un coup, maintenant,
pour les gens qui veulent, enfin, je pars du principe qu'il faut toujours laisser une fenêtre pour que les gens puissent se dire, potentiellement, ok, j'ai envie de faire cette démarche-là. Je vais commencer par déjà mieux sélectionner ce que j'achète et vraiment faire attention à ce que j'achète, que ce soit au niveau des légumes, que ce soit au niveau au niveau de la viande, au niveau des céréales, n'importe quoi. Regarder les provenances, regarder les compositions des produits qui sont industriels, etc. Vraiment faire attention. Et en fait, ça prend pas plus de temps dans le supermarché. Il y a une application, pour ne pas la citer, Yuka, qui fait très 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 bien son taf, qui donne vraiment tout. Et il y a des industriels aujourd'hui qui essayent de surfer sur cette vague du mieux manger, manger sain, mais qui en fait blindent leurs produits de trucs qui sont tout ce qu'il y a de plus mauvais, quoi. Bah oui, mais c'est donc de la faut com. faire attention, c'est de la com, mais moi je suis pas d'accord avec toi pour la viande. Enfin, je suis d'accord qu'il faut mieux manger. Il y a maintenant du clash dans le café des songes. Non. Non, mais Alice. en fait, je trouve Clashez-moi ce Julien. Moi, si tu veux, si on me donnait 1 euro à chaque fois que j'ai dit que j'étais végane et que la personne en face, sans que je lui ai rien demandé, m'avait dit moi, je mange moins de viande, mais mieux. Hein, je vais chez le boucher. J'aurais pas plein d'argent, mais quand même un petit peu. Ouais. Et non, mais vraiment, c'est un truc qu'on me dit souvent. Et en fait, je trouve que c'est le terme flexitarien qui revient beaucoup, j'en mange beaucoup moins, mais je sélectionne mieux. C'est de la com, et en fait, je trouve que ça sert à se déculpabiliser de manger de la viande. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais ça sert à rien de mettre un terme comme ça dessus. Soit tu manges de la viande, soit t'en manges pas. Et surtout, c'est un terme qui est repris là par tous les lobbies de la viande. Vous avez vu ces affiches horribles dans le métro? Mais il y a des affiches genre mangez mieux, mangez de la viande, mais pas du tout. Et moi, ça me rend dingue justement toute cette propagande autour du flexitarisme. Enfin, ça n'existe pas, ça n'est rien ce truc. Je suis d'accord avec toi. C'est comme le greenwashing. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que si on est vraiment très pragmatique, l'ensemble de la population mondiale n'arrêtera pas de manger de la viande du jour au lendemain. Donc ça va se faire par palier, ça va se faire par étape. Non, mais c'est mieux que les gens mangent moins, évidemment. Je suis pas en mode manger tout ce que vous voulez ou n'en mangez pas. Mais... Comment on arrive à ça? Moi, c'est ça vraiment la question que je me pose. Faut se renseigner. Non, je sais. Ouais. Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps du tout de se renseigner. Il y a des gens qui n'ont pas du tout le temps de se renseigner, mais au-delà de ça, en prenant le métro, d'écouter un podcast. Quitte à faire la démarche pour mieux manger. Tout le monde ne prend pas le métro. Pour manger plus sain, quitte à arrêter la viande après, parce que la viande, si elle est bien produite, de toute façon, elle coûte relativement cher, donc ça devient quelque chose d'exception. Donc les gens en mangent fatalement moins. Mais du coup, moi, ce que je demande aux gens, c'est arrêter d'acheter des plaquettes de jambon en supermarché, quoi. Ou des steaks hachés congelés. Parce que ça, c'est vraiment des morceaux de. C'est dégueulasse. Les gens mangent n'importe quoi. Donc arrêtez d'en manger. Du coup, les industriels arrêteront de produire. Et tu auras déjà fatalement beaucoup moins de souffrance animale. C'est aussi pour ça que tu as beaucoup plus de choix végé maintenant, et végétalien, végétarien. Ouais. Même les marques pour les gens qui n'ont pas d'argent, ça coûte trop cher. Oui, c'est ça. Mais tu peux faire sans. Mais je veux dire, si tu as besoin d'avoir un substitut pour passer à autre chose, maintenant, quand même, dans les rayons, il y a du choix. Tu vois, on parlait de cuisine, par exemple, tout à l'heure. Juste faire la démarche. Mais bon. Bah oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est le terme que tu utilises, c'est transformation. Juste le fait d'apprendre à faire à manger, même sans forcément devenir Ducasse ou Etchebest, tu vois, mais juste apprendre à faire à manger, à se faire cuire, je sais pas, à se faire une poêlée de légumes par exemple avec du riz, juste ça, il y a de quoi, c'est super nourrissant, quoi. Une bonne poêlée de légumes avec du riz, c'est tout simple, et on peut l'assaisonner très facilement, on peut faire des trucs très simplement, et je pense que ça pourrait être super sympa qu'il y ait plus de youtubeurs qui proposent justement des recettes comme ça. Il y en a déjà beaucoup, hein. Ça fleurit, mais ça pourrait être vachement cool qu'il y ait plus de gens qui proposent du contenu comme ça. Donc, comment ? Les recettes des songes. Les recettes des songes. Qu'en pensez-vous ? Nous allons faire Merci Dylan pour ces propositions. Non, mais de montrer qu'on peut se nourrir, et se nourrir bien, avec un bon houmous fait maison. Oh là là, ce sera les recettes de Juju. Mais bien sûr. On va monter une chaîne qui s'appellera les recettes de songes. Un bon houmous fait maison, tu vois, ça prend 2 secondes à faire. Une boîte de... Je commence mon tuto maintenant ? Non, je pense que là, on va passer à autre chose parce que parle beaucoup et ça fait plus d'1 heure que nous sommes... Ah ouais. Reprenons le cours de votre parcours, cher ami. Oui. Donc toi, tu as lancé un nouveau projet. Oui. Donc déjà, on a parlé un petit peu de tes projets photos. Là, en ce moment, tu es sur quoi en termes de photos ? Est-ce que tu as un projet en cours, quelque chose qu'on pourrait voir quelque part ? Je sais que tu fais
des expositions dans des lieux? Oui, j'ai fait des expos l'année dernière, là j'en ai pas en cours. Et en projet en cours, je fais une série photo qui s'appelle Insoumise sur les femmes de plus de 50 ans. Et voilà, sinon je fais plein de shootings avec des personnes que j'aime bien prendre en photo. Trop bien. Et j'aimerais bien refaire des photos sous l'eau. Ouais, Mais ça coûte cher. Quand on parlait des photos que ça Du matos. en quoi ça coûte cher de faire des photos. Et pourquoi ça coûte cher sous l'eau? Parce qu'il faut louer la piscine. Les cases aussi, elles coûtent cher. Il faut louer un caisson étanche. Il Ouais. faut louer des lumières étanches. Il Ok. faut louer une voiture pour aller jusqu'à la piscine. Étanche. Étanche. Nous parlions de ce podcast Oui. quand ça a coupé, donc je pense qu'on peut. Je crois que j'étais en train de raconter comment ça m'était venu. Si on n'est pas cocu, on n'est pas heureux. Il faut être cocu dans la vie. Agapé. Et les autres? Ah, l'amour. Sujet inépuisable qui a animé les plumes et les cœurs des notables comme des anonymes depuis la nuit des temps. Dis-moi que tu m'aimes. Dans Agapé et les autres, il est donc question d'amour, mais pas n'importe lequel. L'objectif de ce podcast est de transmettre des récits actuels qui pourront nous aider à imaginer d'autres façons d'aimer, Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi. Comment ça, t'as pas envie? de faire famille, construire nos vies et ainsi rêver à de nouveaux horizons. On devrait penser sérieusement à cette histoire de vie en communauté. J'ai hâte d'écouter toutes ces histoires et de les partager avec vous. Agapé. Et les autres? Comment vous est venue cette idée? Je crois que c'était à Lyon, il me semble. Hein. Donc j'étais à Lyon l'été dernier en vacances et je me baladais avec une copine, Marion. Et on parlait de sa situation amoureuse qui était assez particulière. Voilà, je vais pas en dire plus parce que Marion, si tu nous c'est regardes, privé. si tu veux venir en parler, je pense que tu vas en parler dans le podcast demain. Peut-être, on verra. Mais avec un pseudo sans doute, on ne saura jamais. Ah ah. Mhm. Mais voilà, en gros, on avait une discussion sur sa relation. Moi, je rebondissais. Enfin, voilà, je trouvais ça cool. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de ce sujet, donc des relations qui sortent des normes. Et je m'étais dit, je vais écrire un livre. Bon. Et puis, je l'ai jamais fait, parce que c'est chaud d'écrire un livre. Et, et là, je me suis dit, mais je kiffe trop notre conversation. On rebondit, enfin, c'est intéressant, quoi. Elle me disait des trucs, je me disais, mais putain, c'est hyper intéressant. Et je me suis dit, faudrait faire un podcast. Voilà. Et ça m'est venu comme ça. Et puis après, j'ai passé l'automne à avoir 1000 trucs à faire et donc à mûrir l'idée. Et je me suis lancée, là, en début 2023. Et voilà. Et comment j'ai fait? Enfin, j'avais déjà des personnes en tête. Donc, le premier épisode, c'est des personnes que je connais et j'avais déjà pensé à elles pour les avoir. Et voilà. Et puis après, j'en ai parlé beaucoup autour de moi. Donc, on m'a dit, il y a machin et machin ou truc. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu là, j'ai 6 épisodes enregistrés. Et maintenant, j'attends que, il y ait d'autres personnes qui viennent vers moi. Comment ça se passe? C'est quoi ton setup pour pouvoir enregistrer? T'enregistres où? Là, j'ai pas mal enregistré chez les gens. Et on me prêtait du matériel pour enregistrer. Et là, jusqu'à il y a 2 jours, où j'ai eu tout le matos nécessaire à mon anniversaire pour enregistrer. Je voulais te demander si tu avais vendu des reins, mais non, ça va. Non, et merci les personnes qui m'ont offert tout ça, parce que je sais à quel point... j'aurais pas pu investir tout de suite, quoi. Ouais. Donc voilà, donc merci mes super amis et ma famille. Et donc voilà, donc là, et donc j'ai des micros, c'est pas du tout une installation comme ça, j'ai des petits micros sur pied, un petit zoom pour enregistrer, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Ton son, il est super clair en plus. Là, c'était vraiment du haut de gamme, les micros que j'avais. Là, c'est un peu moins cher parce que sinon, ils auraient pu m'en acheter un. mais ça sera très bien, j'en suis sûre. Et voilà, du coup, comme ça, c'est tout dans un sac à dos et je peux me déplacer. Des envies avec ce podcast? C'est quoi Est-ce que tu as un but ou non? Tu fais ça parce que ça t'amuse Ouais, moi j'ai tendance à faire les choses parce que ça m'amuse au début et puis après, tu vois, la photo, ça a pris de l'ampleur. Voilà. Donc si ça prend de l'ampleur, ce serait très cool. S'il y a des boîtes qui veulent produire mon podcast, qu'elles n'hésitent pas. Mais en vrai, c'est pas du tout l'idée de base, quoi. Donc, non, là, je vais continuer, mais en gros, c'est vraiment des conversations à chaque fois avec les personnes concernées. L'idée, c'est d'avoir au maximum toutes les personnes concernées. Je veux pas avoir, si c'est un couple, 2 personnes, je veux pas avoir qu'une seule personne. Après, je me suis dit qu'au bout d'un moment, si je trouvais le temps, peut-être je ferais des épisodes un peu plus documentaires. Donc là, avec beaucoup plus réalisés, avec du montage. Mais ça, je sais que c'est un investissement
bien supérieur. Donc, Parce que quand tu enregistres, tu montes pas derrière. si tu veux, je fais de la post-prod, mais j'enlève des morceaux. Si je sais pas, s'il y a quelqu'un qui se cogne ou sur la table, ou qui va aux toilettes, voilà. Et s'il y a des parties où je me dis, bon, en fait, cette partie-là, c'est pas. Donc, si je fais du montage, mais très léger. Voilà. Donc, si je faisais un épisode documentaire, ce serait beaucoup plus lourd, quoi. Faut aller voir. Ça n'a rien à voir. Tu fais plein d'enregistrements avec plein de personnes. Faut construire le récit, alors que là, je garde la chronologie de l'enregistrement. Enfin, voilà, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ça pourrait être vachement intéressant. Ça pourrait être très cool, mais c'est juste que ça fait beaucoup. Parce qu'en plus, quand on suit... du coup, Chris m'a parlé de toi il y a pas très très longtemps. Donc, je te découvre pour la première fois. Et comment dire... Comment ça, je parle tout le temps de Alice? Non, mais comment dire, quand on regarde ton compte Instagram, par exemple, qu'on apprend à te connaître et qu'on écoute le podcast, en fait, t'as une continuité. On voit, en fait, que t'aimes les gens. Je trouve que c'est vraiment... J'aime les gens. Oui, que t'aimes les gens. En fait, ça se voit, je trouve. Ce que tu me disais tout à l'heure sur la photo. Oui. C'est comme si, en fait, quand tu prenais tes photos, tu cherchais à transpercer un peu les gens pour découvrir, en fait, qui ils sont. Je trouve qu'on recense un peu ça. Et en fait, comment dire, quand on écoute ton podcast... Du coup, t'es pas très présente, ce qui laisse beaucoup les gens en fait s'exprimer. Et du coup, quand on entend ta voix, c'est un peu comme si t'étais dans une autre pièce. Enfin, on peut l'imaginer comme ça, tu vois, on sent que t'es avec eux, mais c'est un peu comme si t'étais dans une autre pièce et que t'écoutais en fait une conversation entre deux personnes qui se livrent. Et c'est vrai je trouve ça vraiment agréable du coup. Merci. Et au début, je pensais plus que ce serait une conversation où je pourrais intervenir parce que ayant moi-même certaines, comment dire. Il y a certains sujets du podcast, par exemple, pour le premier épisode, tu vois, j'en parle un peu, qu'avec mon copain, on est en couple libre. Je pensais que j'interviendrais plus dans ce sens-là. Et en fait, pendant les enregistrements, je me dis, non, mais on s'en fout. Je les ai invités pour qu'elles et eux racontent leur histoire. Tu peux rebondir des fois, mais... Oui, je rebondis parce que c'est vrai que ça me fait penser à des choses. J'ai envie aussi que ce podcast amène des réflexions, que ce soit pas juste des récits de qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est aussi qu'est-ce qui vous a traversé comme question pendant tout ce temps. Et du coup, moi, parfois, ça m'amène à mes propres réflexions. Donc, voilà, j'hésite pas à en parler, mais en tout cas, j'aime bien que ça soit... Enfin, je trouve ça cool que ce soit les invités qui parlent, quoi. C'est pas un podcast sur moi, donc... C'est un peu le but aussi. Oui, voilà, Alice raconte. Ouais, mais c'était Alice pas l'idée. raconte. Tu vois, je viens ici pour me raconter à la place. Oh, c'est beau. Et encore, nous, on prend beaucoup de place, peut-être. On parle beaucoup. Tu prends jamais assez de place, Julien. Je suis peut-être un peu pipelette aussi. Ah bon? Ouais. Non. Un chouïa. Bon. Ça dépend, j'ai des phases. Est-ce que tu as des petites astuces à donner en photo? Un petit truc que tu aurais découvert et tu dis, c'est stylé, tiens, telle ouverture pour faire tel truc. Non. Moi, je fais beaucoup de poses longues. J'adore ça. Ouais. On peut Pourquoi voir poses dans longues, c'est certaines stylé. photos. Parce que j'aime bien travailler sur le mouvement. Et puis, j'aime bien l'inattendu dans la photo. Tu sais, moi, je suis très... dans la préparation du shooting, je suis très dans le contrôle, on va dire. C'est en studio. On valide la tenue, le maquillage. Voilà, c'est très cadré. Et après, quand la séance photo démarre, là, par contre... en gros, je demande à mes modèles de bouger. Allez, c'est moi. En fait, avec la pose longue, tu sais pas ce qui va ressortir. Et moi, c'est ça que j'adore. J'ai tout cadré. Puis après, je regarde la photo, je fais et je suis surprise par ce que j'ai fait, quoi. Ouais. Voilà, ça j'aime bien. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est une question dans le vide. J'ai pas de réponse moi-même. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de diriger quelqu'un tout en essayant dans la direction de faire ressortir quelque chose de naturel de la personne? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment arriver à faire? Oui, Est-ce que ça se passe par la préparation, peut-être? Que la personne se libère... Merde, j'ai connu mon truc, pardon. Mais peut-être que la personne se libère juste par le temps que tu passes avec cette personne-là? Il y a des gens qui sont à l'aise tout de suite, Ouais. mais c'est quand même rare. Surtout que moi, je prends beaucoup en photo des personnes qui sont pas modèles du tout dans la vie, quoi. Et donc, oui, il y a le temps. Le fait de faire du mouvement, je leur demande de bouger. Je pense que ça aide un peu parce qu'il y a un petit côté... Enfin, je sais pas, le mouvement que ça libère, quoi. Et après, c'est comment ça c'est vraiment pas facile, hein, comment s'adresser à la personne qui pose. C'est un exercice pour moi aussi. J'ai toujours pas l'impression d'être super à l'aise avec ça. Mais voilà, c'est du parler pour lui faire sortir des expressions ou la diriger. Ouais. Mais ça passe par plein de trucs différents et ça dépend. Les personnes réagissent pas pareil aux mêmes choses. Enfin, voilà. Tu penses que c'est thérapeutique de prendre des photos
Je veux dire, de faire de la photo, de prendre des gens en photo. De faire de la photo. Quand je dis thérapeutique, c'est-à-dire que là, par exemple, tu parlais de ton questionnement à travers le podcast, enfin rien à voir avec la photo pour le coup, mais à travers le podcast, du coup, qu'à travers le récit des gens, ça te faisait te poser des questions par rapport à toi-même, etc. Parce qu'en soi, je trouve ça ça très sain. Là, c'est complètement différent, le podcast, oui. Mais je veux dire, le fait de prendre des gens en photo, de toi-même chercher à savoir comment tu peux arriver à faire certaines choses, à arriver à les libérer, etc. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être une démarche quelque part un peu thérapeutique, dans le sens où c'est un exercice que tu fais que tu n'as pas forcément l'habitude de faire? Là, je commence à avoir l'habitude, mais... Maintenant, ouais. T'as l'habitude maintenant. Non, thérapeutique, je dirais pas ça, mais par contre, c'est génial. Moi, j'adore ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais partager avec nous petites anecdotes? Oui. Alors oui, j'avais noté des trucs, mais je sais pas si c'est hyper intéressant. On coupera si jamais. Oui. Non, mais j'avais noté une anecdote qui était un peu rigolote sur un tournage. On aime bien les anecdotes rigolotes. J'ai beaucoup d'anecdotes qui sont sur des tournages, parce que les tournages, ça amène des situations particulières. Là, j'ai une anecdote sur l'effondrement, où... pour l'épisode de l'avion, je ne sais pas si tout le monde a vu la série, mais il y a un épisode où il y a un avion qui décolle. Regardez l'effondrement, c'est trop bien. Franchement, c'est cool. Oui, donc c'est un épisode pub. Oh là là, c'est effondrement. qui a du sens. Et oui. Donc sur cet épisode, pendant la journée répète, on devait s'entraîner. Ah non, c'était le matin même, on tournait l'après-midi. Et le comédien qui jouait ce rôle devait faire genre il décollait dans l'avion, donc il devait conduire l'avion. Alors il y avait le pilote à côté, pour les gens qui n'auraient pas capté. Enfin, on le voit pas, mais quand même, fallait qu'il sache comment faire, quoi. Parce qu'en fait, c'est lui qui le faisait démarrer. Il y avait le pilote à côté pour assurer que tout allait bien. Mais du coup, quand on a fait la répétition, ils ont fait l'entraînement. Et moi, je voulais trop tester de monter dans le petit avion. Je trouvais ça sympa, quoi. Tu vas faire de l'avion. Tom Cruise. T'es accroché et tout. Non, mais figure-toi que... Donc, et c'est Jérém, un des réals, qui est venu avec moi. Et on était contents parce que en fait c'était un entraînement, donc l'avion il faisait un peu comme ça, quoi. On était accrochés au siège. T'as piloté le... Non, j'ai pas piloté. En fait, on était à l'arrière avec Jérém et il y avait le comédien à l'avant avec le pilote. Et moi j'ai flippé de ouf, quoi, parce que on était accrochés à nos sièges, l'avion, enfin en fait ils s'entraînaient, donc et à un moment on fait un premier tour et là on va pour atterrir et là le pilote il fait on part pour un tour. Et enfin voilà, on a fait 3 tours comme ça, j'ai flippé de ouf avec Jérém, on se regardait et quand on est redescendu comme ça et tout blanc et voilà, on était content d'avoir insisté pour aller faire de l'avion. Voilà. Ouais, ça devait être marrant. Merci pour cette anecdote de tournage. Plaisir. On vit des trucs quand même cool en tournage. Tu vois, par exemple, ça, t'aurais pas pu le vivre. Oui. Non, mais que si t'avais un ami qui voulait. Non, mais clairement, les tournages, ça manque le côté équipe, le côté quand c'est des projets que t'aimes, de rencontrer plein de nouvelles personnes tout le temps, c'est génial. Bien, hein. Franchement, il y a un projet de série là qui est en train, qui est dans les tuyaux. Mais il va y avoir plein de gens formidables. Ouais, non, mais il y a ce côté-là qui me manque et le côté tu vas à des endroits improbables où t'aurais jamais été. Ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ça. Mais en plus, je ne veux quand même pas. Non, mais en fait, quand t'as des projets perso comme des photos, du podcast, tu peux pas t'engager sur un autre projet pendant 4 mois. Partout, ça c'est sûr. Ouais, ce sera pas 4 mois. Avec la prépa ? On verra. Non. Mais ça va être de suite, regarde ça. Non. 1 an, au final, c'est quoi dans une vie ? On passe des 4 mois à 1 an. Ça se trouve, tu vivras la même chose dans un sous-marin. Alors j'ai pas écrit de scénario de sous-marin. Mais si tu veux, j'ai pas très envie d'aller dans un sous-marin. Non. Moi non plus, j'avoue, je suis pas très à l'aise avec l'idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaites mettre en avant ? Oui. Qui est cette personne ? Alors, je voudrais parler du travail de ma sœur. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc. C'est vrai ? Ouais. Non, mais du coup, j'ai ma sœur Hélène, qui a... Donc, c'est pas que son travail à elle, c'est le travail d'une vingtaine de personnes, je crois, qui a co-créé une troupe de comédie musicale, parce qu'elle a fait une école de comédie musicale il y a 1 an et demi, donc la troupe s'appelle les Brosters. Les Brosters, c'est une contraction de Brother and Sisters. Et voilà, c'est une troupe de comédie musicale qui est en train de monter un spectacle
Bah, en tout cas, si je peux leur faire la pub, oui, carrément. parce qu'en plus, j'ai assisté il y a quelques semaines au premier filage. Je les ai filmés pour le filage et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'est une bande de jeunes qui sortent. Il y en a qui sont encore à l'école. Hein. Ma sœur, c'est la plus âgée, elle a 33 là. Mais sinon, ils ont tous, je sais pas, 20, 25. Et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit les textes. Enfin, ils ont repris des musiques qui existent, mais ils ont écrit les textes. Ils créent les choris, ils créent l'histoire générale avec les petits moments, pièces de théâtre. Enfin, c'est vraiment... moi, j'étais époustouflée, quoi. C'est pas que parce que c'est ma sœur. Ouais, c'était cool. C'était Vraiment, chouette, ça m'a soufflé. Il y a des moments ça m'a foutu les poils. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Et en plus, c'est une pièce qui est assez féministe. C'est les héroïnes... Enfin, c'est trois histoires de femmes qui ont marqué l'histoire, mais enfin, qui ont justement pas assez marqué l'histoire malgré ce qu'elles ont accompli. Donc, c'est un peu pour leur rendre justice. Et vraiment, vraiment, c'est super. Ok. Donc, n'hésite pas à les suivre sur Instagram, les Brosters. Bon, on mettra toutes les infos en description. Voilà. Bien entendu. Et puis, j'avais pensé à une autre personne aussi, si je peux juste glisser. Ouais, bien sûr. Ouais, Anaïs Vachez, dont je parlais tout à l'heure, qui a été ma chef, qui est réalisatrice, là, qui va réaliser son court-métrage en avril. D'accord, ok. Son nouveau court-métrage, mais elle a déjà plusieurs courts-métrages super qui sont sur YouTube. Et puis, elle écrit des livres pour enfants. Enfin, D'accord, voilà. Elle est complète en termes de créa. Elle fait plein de choses. Elle a écrit des contes. D'accord, ok. Voilà. Une autrice, réalisatrice, qui est Trop super. bien. On peut la retrouver où cette Anaïs Vachez sur Insta. Elle a un compte Insta. Elle a un compte. C'est à son nom en fait. C'est à son nom et elle a un site internet où il y a ses comptes, je crois encore. Et sur YouTube, il y a ses courts-métrages sur YouTube. Ok, sont vraiment super. chouettes. Trop bien. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu souhaites recommander? Oui. Oh, c'est surprenant. Les livres, les essais féministes en général. Voilà, lisez des essais féministes. Mais si on veut, c'est-à-dire lire un essai féministe. Où est-ce qu'on va lire un essai féministe? Est-ce que tu as des petites recommandations? Ouais, justement, j'allais. Il y en a y venir. Il y en a plein. Donc je pourrais pas parler de tout, mais il y a une autrice dont je voudrais parler parce que j'adore ce qu'elle fait. C'est Titiou Lecoq, qui est vraiment qui écrit super bien. Enfin, vraiment, c'est pas du tout. J'ai lu des livres féministes qui sont vraiment durs à lire. Enfin, moi, il y en a plein, je sais pas, mais il y en a plusieurs, j'ai arrêté. Parce que voilà, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment de la socio hyper pointue et tout. Là, Titiou Lecoq, pas du tout. C'est hyper agréable à lire et surtout, elle est drôle. Elle est vraiment drôle à lire. Et elle a écrit plein de livres. Elle écrit des romans aussi, mais elle a écrit notamment Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de Linchal. Absolument à lire si on vit en couple et surtout si on vit en couple hétéro. Savoir séparer la couleur de... Voilà. C'est le mec a tout compris. Et tu conseilles c'est complètement sur pas ça. Que ça déteigne. Ouais, okay. c'est pour ça. C'est important. Et puis elle a écrit un livre sur pourquoi les femmes ont disparu de l'histoire. Et là, le dernier sur le couple et l'argent. Elle a fait un podcast aussi qui s'appelle Rends l'argent. Elle parle de François. Il a toujours pas rendu, je crois, l'argent. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il rendra pas. Hein. Ah, Fillon. Oui. Ouais. Tu l'as. Hey, il l'a. Ça me fait penser à Picasso. Non, mais cette histoire. Il s'est un peu éclipsé. Qui était visiblement un brave type avec les femmes de sa vie. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, arrêtez d'aller voir des trucs de Picasso. C'est vraiment. Picasso, c'était. Si on met à côté l'appropriation culturelle, le vol d'art. Enfin. Oui, c'est ça. Aussi. Ah non, mais oui, Picasso, il était horrible. Ouais. Et bien sur ces belles paroles, je pense que nous arrivons à la fin. Du coup, on finit sur Picasso. Merde, non, horrible. Attends, non, faut citer vite quelqu'un. Vite. Simone Veil. Pas mal, on finira sur Marie Curie. Sur Simone et Marie. Voilà, Simone et Marie. Voilà. Si vous aimez Simone et Marie, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et à mettre des likes en pagaille, à partager. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis allez voir mes photos et mon podcast. Bien sûr. Bah oui, mais où on te retrouve? Sur Instagram beaucoup. alicemurio.photo ou Alice Murio pour le podcast. Et le podcast sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Sur toutes les bonnes sur plateformes de podcast. Oui. Alice Murio. Oui. Merci beaucoup merci à vous. Partagé ce moment avec nous. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Je suis trop content que tu aies accepté. Julien, ça m'a fait plaisir également de partager ce moment avec toi. Bah de même, c'est réciproque. Ça, c'est la toujours. À très bientôt pour un nouvel épisode du Café des Songes, les amis. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On peut applaudir. J'aime bien applaudir, moi.